J'aimerais qu'on parle de... Non, surtout, je veux qu'on reprenne la conversation, entre guillemets, là où on l'a laissé. Exactement. C'est ça. Voilà. Alors, donc, après notre rencontre au Machin d'Air, on mettra un joli petit synthé en dessous pour présenter Yann. Mais Yann, tu étais dans le champ de la caméra. Non, tu n'étais pas là. Dans le champ. Tu n'étais même pas là. Mais seulement, même quand tu n'es pas là, ta présence est présente. Voilà. Ça, c'est bon, ça. Oh, ça va être chaud, cette interview, ça va être chaud. Non, mais justement, en fait, vous avez fait l'interview avec Sandy au sujet de Nightfare, et j'aurais bien voulu qu'on parle de ce qui s'est passé après pour toi. D'accord. Ici et ailleurs. Et l'après Nightfare a été cette aventure incroyable. Nightfare, petit film qu'on a fait entre potes comme ça à l'arrache. Et après l'après Nightfare, j'ai signé 2 projets, mais qui ont mis du temps à se monter puisque ils devraient se monter en 2019. Ouais. Voilà. C'est toujours d'actualité donc. Oui, ça fait 4 ans. Quand même, hein. Ça fait 4 ans, donc il y a eu... Nightfare m'a ramené plein de choses. Enfin non, pas plein de choses, d'ailleurs m'a ramené je travaille désormais avec Wild Bunch sur des projets. Je devais faire un film, j'ai été contacté par Jérôme Salle, Mathias Boucard, le chef-op de l'Odyssée, avec qui donc Jérôme a travaillé, avec qui moi j'ai travaillé pendant presque une petite dizaine d'années sur ses premières fictions et en publicité. Jérôme devait faire un film avec Orlando Bloom en Chine. Jérôme ne pouvait plus le faire pour des histoires de planning et Mathias cite mon nom. Donc je me retrouve à lire le script, à faire une conférence call avec Orlando Bloom, qui valide, qui voit Nightfare, qui aime. Et en 15 jours, je me retrouve à Shanghai en train de préparer un film à 30 millions de dollars. Orlando valide, il est producteur ? Il est coproducteur du film et surtout c'est la star du film. Oui, en même temps. Donc il voulait que ce soit son pote Jérôme Salle qui réalise le film. Et donc Jérôme devenait producteur exécutif de film et moi je suis devenu le réalisateur. Donc je suis 2 semaines après avoir lu le scénario, j'étais dans l'avion pour Shanghai en train de préparer un film à 30 millions de dollars avec Orlando Bloom. Donc c'était magique. Nightfare m'avait quand même emmené ça, puisque Orlando avait vraiment aimé Nightfare. Pour toi, c'est Nightfare qui t'a emmené. Ah oui, c'est sûr. Ah bah oui. Ah c'est sûr. C'était juste derrière. C'était quelques mois après la sortie du film. Mm-hmm. Et donc voilà, donc je suis parti travailler sur ce film qui s'appelait Smart Chase. Je suis parti pendant 1 mois et demi préparer le film. Et puis au bout d'1 mois et demi, la production chinoise est revenue vers nous en nous disant qu'en fait, ils n'avaient pas 30 millions de dollars, mais qu'ils en avaient 3. Oh putain! Et donc, mais qu'on allait se démerder pour faire un bon film. Et avec Jérôme, on a décidé ensemble de quitter le projet et de rentrer à Paris. Vous en aviez la possibilité? Ah, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Je sais pas, on signe des contrats. On signe des contrats, mais on n'est pas esclave. Oui, on signe des contrats, on signe un scénario, on signe un budget, on signe un plan de travail, on signe plein de choses. Donc, on n'était pas tombé d'accord. Au final, le film a coûté 16. Ah, oui. Moi, j'avais dit à Orlando Bloom que, évidemment, je voulais faire le film. Pour moi, c'était un bump important de ma carrière. Orlando Bloom avait décidé, lui, de continuer le projet, malgré la découverte. Oui, parce que je pense que lui, il avait travaillé longtemps sur ce projet, qu'il voulait être payé, et que lui, il allait toucher son salaire, parce que 3 millions, c'était ce que j'allais avoir, moi, pour fabriquer le film. Mais après, son salaire était hors de ces 3 millions. Et surtout, dans le script sur lequel on travaillait, on avait fait embaucher le scénariste de Grand Torino qui refaisait une version du script qu'il allait vraiment améliorer. Il y avait une scène au milieu du film qui coûtait 3 millions. Donc tout d'un coup, on se disait, mais comment, alors que c'était une scène très importante du film, on ne pouvait pas la tourner telle qu'il fallait. Donc j'ai préféré quitter le projet et rentrer à Paris. Donc ça a été quand même un peu, en 1 mois et demi, tu vas faire un film démentiel et tu rentres à Paris et voilà. Mais c'était intéressant, ça fait partie de la vie des metteurs en scène. Je dis toujours, une carrière, tu la définis par rapport à tes refus, en fait. Qui tu es, c'est par rapport au film que tu refuses de faire. Parce que les films, on nous en propose, mais faire un film, c'est très facile. Faire un bon film, c'est très, très, très compliqué. Il y a plein d'éléments qui rentrent en jeu qui parfois, et qui tout le temps nous dépassent d'ailleurs. Donc il faut faire attention avec qui on s'associe, avec qui on va donner quelques mois ou quelques années de nos vies, quoi. Et moi, pour être tout à fait honnête avec toi, je n'ai même pas vu passer ce film. Il est sorti là, c'est une catastrophe. J'avais dit à Orlando, il est hors de question que je sois le réalisateur qui fasse ton plus mauvais film. Le mec qui m'a remplacé est un mec hyper doué, vraiment, c'est un anglais, et il a fait le plus mauvais film dans le boulot.
Tu l'as vu toi aussi? Non, j'ai pas vu, j'ai vu les 7. Mais c'est pas bien. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Mais bon, voilà, ça faisait partie. Et je disais aussi, après Night Fair était tellement une expérience incroyable pour moi. Il était hors de question que je retombe dans un certain cynisme. Ouais, je comprends. Pourtant, les Chinois avaient dit si tu restes, donc j'allais prendre l'avion, mais si tu restes, on te paye ton salaire tout de suite. Ouais, Beaucoup d'argent, tu vois. Et j'ai préféré rentrer. Parce que l'argent ne peut pas guider. On a tous besoin d'argent évidemment pour vivre, mais après Night Fair, je voulais pas refaire un film qui allait me laisser à ce point. Et sans compter, après tu me dis si je me trompe, mais moi je l'ai pas vécu, mais il y a quand même plusieurs personnes et on en connaît, un mauvais film et en plus qui marche pas, tu es ton dernier film, c'est-à-dire que si t'es parti pour de mauvaises raisons et qu'en plus, bien sûr, tu fais pas un carton avec, il y a des chances que tu peux ne plus travailler. Bien sûr. C'est-à-dire que ça peut te coûter très cher derrière. T'es comme un sportif, hein, quand tu perds une compétition, bah, faut que tu recommences à zéro. Et de toute façon, ce métier est malgré tout un métier de gens méchants. Donc, les gens adorent l'échec de l'autre. Ouais, bien sûr. Parce que l'échec de l'autre, quelque part, légitimise leur propre échec. Donc, on dit tous à l'autre, ça va, alors, il a marché ton film? En espérant qu'un truc, c'est que le film se soit planté. Donc, et évidemment, quand je suis parti faire ce film en Chine, qui était génial pour moi dans ma carrière à ce moment-là de ma vie, j'avais évidemment, mes amis étaient heureux pour moi, mais mes ennemis étaient très en colère. En parallèle de tes projets que tu développais et que tu essayais de faire financer, donc tu as un producteur belge, Gilles Daoust, qui t'a approché avec Anderson Falls. Voilà, en fait, il avait vu Night Fair et il m'a dit voilà, j'ai un scénario, un thriller, on veut le tourner à Los Angeles. Il s'est dit que l'énergie qu'il avait vue, qu'il voyait dans Night Fair, pouvait servir à son projet. Exactement. Donc il m'a fait lire le script, j'ai dit oui, on est parti en casting. Il nous a fallu plusieurs mois avant de monter un casting et quasiment presque un an plus tard, on s'est retrouvé à tourner le film. Ça a été relativement vite quand même. Ça a été hyper vite en fait. À partir du moment où on a décidé qu'on faisait le film, on a commencé le casting, on a commencé les devis, on a commencé à voir comment ce film allait être faisable. Et tout d'un coup, on a fait des offres à des acteurs américains. Donc ça n'a pas été aussi vite que ça parce que c'est pas un gros film, qu'évidemment les Américains, quand ils voient arriver des petits Européens, ils font un peu plus attention. Mais on était backupé par par deux productions américaines, dont le Mike McCarry, qui est le producteur du remake de The Ring aux États-Unis. Donc on a eu accès à du gros casting, on a eu accès à un super directeur du casting, aux agents. Et Gary Cole est le premier acteur qui a validé le script d'Anderson Falls. Et encore une fois, il y a aussi, par rapport au casting, je crois, si je dis pas de conneries, que Shawn Ashmore, c'est ça, qui fait partie du casting, quand il a vu Night Fair, c'est ce qu'il a persuadé. Oui. En fait, à partir du moment où Night Fair a été acheté par Netflix et qu'on a été en diffusion aux États-Unis, ça a accéléré les choses en fait. Parce que les gens, on voit bien, un Français quand on voit un lien vidéo sur Vimeo, c'est pas super sexy. Et on a eu cette chance que Night Fair soit acheté par Netflix. Donc Gary Cole, Shawn Ashmore et tout le reste du casting ont eu accès à Night Fair en un clic. Et donc ils ont tous dit oui. Night Fair a beaucoup aidé dans la balance, c'est sûr. Donc ce qui est fou, avant qu'on aborde Anderson Falls, je voudrais juste finir un truc. On est d'accord que Night Fair, juste pour le redire quand même, c'est un film qui a été fait qu'avec des fonds privés, sans chaîne de télé, personne, sans distributeur installé qui te met de l'argent. Même à l'époque, quand on a lancé le film, on n'avait pas de distributeur. Oui, mais non, mais je sais. Mais en gros, c'est un film sorti du. C'est un film qu'on a monté avec. On est 12 coproducteurs. On a été voir Paul et Pascal ont été voir des amis à nous, producteurs de pub. Paul Mignot et Pascal Cid, et ils leur ont dit voilà, chaque année vous dépensez de l'argent dans des développements de films qui ne voient jamais le jour. On vous propose cette année que ces quelques milliers d'euros que vous êtes prêts à investir chaque année et à perdre, de faire un film avec cet argent. Donc on a levé. Ouais, c'était super. Et en fait, comme on a tout fait très vite, parce que quand on a été les voir, on avait déjà lancé la prépa. Donc à mon avis, on avait déjà bossé, ça faisait peut-être un mois qu'on bossait. Donc on leur a dit on tourne dans un mois. Donc tout d'un coup, on a pris les gens à l'énergie, on leur a dit, parce que nous on fait le film de toute façon, avec ou sans vous, et c'était clair, on fait le film. Donc certains, on a eu des mecs qui ont mis 5 000 balles, mais on a eu des mecs qui ont mis 60 000 balles.
Et en fait, on a monté petit à petit le budget comme ça, plus le Ulule. Donc en fait, c'est un film qu'on a fait totalement en dehors du système. On l'a évidemment payé après, mais malgré tout, Universal a racheté le film. On l'a payé après. On n'a pas eu de salle, on a eu une sortie plus que confidentielle, puisqu'on a eu une salle à Paris. En gros, le système vous a pas plus, ils vous ont pas aidé derrière. Ah bah Est-ce non. que tu as senti que ça bloquait Ah oui. du fait que vous avez joué à aller faire ça de votre Ah bah côté? bien sûr. Ouais. Bien sûr. On voyait bien, bien sûr, on sent bien de toute façon, et c'est pas illogique. Il y a un côté protectionniste d'un certain système, c'est comme ça. Non, moi je suis pas d'accord. Enfin, je suis pas d'accord avec cette vision des choses dans le sens où j'ai l'impression que c'est comme une fatalité en France. Moi, je reviens encore à ce que je disais tout à l'heure, truc. Jim Cummings, qui vient de sortir le film Thunder Road, lui, il l'a fait exactement de la même façon son film aux États-Unis, sans aucune aide, rien du tout. Sauf qu'aux États-Unis, c'est entre guillemets plus accepté le fait de se faire travailler Oui, tout mais en justement, privé. Bien sûr, mais c'est ça qui est très différent. Le travail du producteur est mis en avant. Donc à partir du moment où tu es quelqu'un qui investit et qui était en création. Oui, mais je trouve ça aberrant. Je trouve ça totalement, mais en France, aucun producteur ne finance un film. Pourquoi tu es sanctionné en France en ayant cette démarche, alors qu'aux États-Unis, tu es plutôt valorisé? Parce qu'en France, le système est tel que les producteurs n'ont pas à dépenser d'argent pour faire des films. Les producteurs, quand ils dépensent de l'argent, ils dépensent du fonds de soutien ou ils dépensent du crédit d'impôt. Les producteurs ne mettent pas leur argent sur le film. C'est pas vrai. Et j'en ai fait suffisamment pour m'en être rendu compte. Et c'est pas grave, mais que le système est totalement différent. Et qu'aux États-Unis, il y a plein de films qui sortent, qui sont faits de manière totalement indépendante. Ici, on n'y arrive pas, parce que ce n'est pas dans la mentalité que surtout tu remets en question tout un système. D'accord. Moi, je comprends que, alors à ce moment-là, je suis d'accord, mais que de là aussi que tu en deviennes ostracisé un petit peu parce que tu as adopté tu vois, ça je trouve ça fait un peu le double effet qui se coule. Bien sûr, mais en fait, c'est il y a un côté clanique dans tout ça en fait. C'est encore une fois, et c'est vrai qu'avec Netfair, on nous l'a dit et on nous l'a aussi reproché de faire un film avec un si petit budget, de cette qualité d'image, de cette qualité de son. Fait chier quand même. Parce que ça veut dire que c'est possible. Alors que normalement, c'est pas, on dit que c'est pas possible. Sauf que moi, j'ai fait des films à 1, 2, 3, 4, 5, 6 millions d'euros. J'ai fait ça. Bon, je me rends compte de ce qu'on peut faire avec un peu plus d'argent. Mais on peut aussi faire des films autrement. Sauf que des films autrement, à partir du moment où tu es hors du système, le système de distribution, qui est le système qui nous punit tous, je l'ai vécu avec Scorpion, je l'ai vécu avec Nightfare. Scorpion, on n'a pas eu de salle UGC à l'époque, on en a eu une. Pourquoi? Parce que tu étais interdit au moins de 16 ans, c'est ça? Mais alors, il y a plein de films interdits au moins de 16 ans. Non, mais à l'époque, c'était moins de 12 ans. À l'époque, c'était moins de 12 ans. Le moins de 16 est tombé sur Canal+ en télé, mais le film était moins de 12 en salle. Non, c'est parce qu'on nous disait que c'était un film de voyous, c'est un film de banlieusard, alors qu'il y a un plan tourné en banlieue dans Scorpion. Donc on n'a pas eu de salle. J'ai eu 6 salles à Paris, une catastrophe, avec l'acteur star du moment, Clovis Cornillac, un sujet, un polar. À l'époque, les thrillers marchaient bien. Tu peux pas faire de chiffres avec si peu de salles. C'est impossible. Et on a fait à peu près 250 000 entrées, 247 000. C'était super. Mais avec 6 salles à Paris. Non, mais le pire, c'est avec 6 salles à Paris, et on a eu très très peu de multiplex. Et ils ont fait un carton en DVD. Et on a cartonné en DVD, on a cartonné en vente internationale, on a vendu le film à 1,5 million d'euros en vente inter, 1,4 million d'euros en vente inter. Pour un film qui a coûté 3 millions, c'était génial. Sauf que les gens, ils me disent, Julien, t'as fait un film qui a fait 250 000 entrées. C'est un échec. Et donc on est tamponné par cet échec. Et ton dernier film, tu es ton dernier film. Donc si tu fais un succès, t'es auréolé d'un succès. Si tu fais un échec ou un quasi-échec, tu es auréolé de ce quasi-échec. C'est ce que la prod dit à Logique quelque part pour Gosland. Il dit, t'as fait 280 000 entrées, c'est un échec, alors que le film se vend dans le monde entier. Non, mais sauf que pour eux, c'est là où le marché est un peu pas honnête, on va dire. C'est qu'évidemment, ils estiment que le marché international ne compte pas. Et qu'en plus, quand nous négocions avec des producteurs sur les prochains films, sur les budgets, etc., pour eux, c'est plus facile de se baser sur des petits chiffres que sur des gros. Parce que plus ton chiffre est petit, moins tu es cher, moins tu peux avoir d'exigences, etc. Si tu commences à dire que tes films font de l'argent, tu vas demander plus d'argent en salaire, tu vas demander plus d'argent à l'écriture, tu vas demander plus de temps de tournage, tu vas être plus exigeant. Donc, on préfère te dire, mec, tu sors d'un échec quand même. Donc,
redescends et calme-toi. Donc le marché international n'existe pas. Par exemple, un film comme Scorpion est un film qui, à date, aujourd'hui, est considéré par son distributeur comme un film en déficit, ce qui est totalement faux. Totalement faux. Mais tout ce système qui se met en place, eux gagnent de l'argent, mais juste ne rendent pas l'argent aux auteurs, aux producteurs. Ça dire que le film est en déficit, comme ça ils n'ont pas de compte à rendre. Et puis l'argent, ils le gardent pour eux. Bien sûr. Parce qu'un film comme Scorpion, il passe tous les mois sur une chaîne de télé. Et donc c'est comme un appartement que tu mets en location. C'est 5, 10, 15, 20, 30, 100 000 euros de vente à chaque fois. Mais si chaque mois, tu mets, on va dire 5 mois, tu le vends 20 000 euros ton film, à la fin de l'année, ça fait quand même de l'oseille. Et un film à 3 millions, avec 1,5 million, 1,4 million de ventes inter, 250 000 entrées, je ne sais plus combien de milliers de DVD vendus, le film il est en bénéfice. Voilà. Donc pour eux, ils estiment que les ventes internes n'existent pas, que... Donc c'est un système très compliqué dans lequel exister. On ne fait pas ce métier pour les mêmes raisons en fait, tout simplement. Voilà, mais il y a encore des amoureux du cinéma, et même pour eux c'est difficile. On revient sur Anderson Falls, qui est ton dernier long métrage. C'est donc un projet initié, c'est initié par Gilles Daoust, par des Européens, par un producteur belge, qui a écrit le scénario. Tout à fait. Donc il te le propose. Donc ensuite, comme tu expliquais, vous montez le casting. Toi, t'es partie prenante, à partir du moment où tu donnes ton accord, t'es partie prenante surtout de la prépa, casting. Bien sûr. Tu réécris un petit peu. J'ai pas touché au scénario moi. Mais j'ai fait des grosses notes sur le film. Et surtout, après, au tournage, mon métier de metteur en scène, c'est de faire en sorte que le film, c'est de l'élever par rapport au scénario. C'est un metteur en scène est payé pour, à mon sens, c'est ce que j'ai appris en publicité, on te donne un script, il faut que tu le rendes meilleur. Donc j'ai un film sur lequel j'ai apporté ma vision à 100%. Et justement, est-ce que tu peux parler sans spoiler, parce que justement tu peux un peu raconter comment ça s'est passé, même dans la relation avec le producteur qui est aussi le scénariste du film, et puis ce que vous avez, ce que tu as apporté, quoi. Parce que dès l'étape du scénario. Voilà, j'ai reçu le script était super bien, le script était auréolé de plein de prix à travers le monde, de prix scénaristiques, et moi j'ai assez vite compris que j'avais envie d'en faire un film sur la transmission. Donc voilà, ça a été toutes les discussions de la réécriture du scénario, c'était à la fois de rentrer dans notre budget, parce que le film on n'avait pas le budget idéal pour faire le film. Le film était plus cher au départ. Bien sûr, comme tous les films. C'était combien au départ ? Je sais pas, je pense que comme ça, tout de suite, c'est un film qui coûte entre 2 millions et 3 millions. D'accord. Et au final ? Je sais pas très bien, on va dire. Moins d'un ? Je sais pas très bien, on sait pas. Je sais pas encore. D'accord. Pas encore, mais pas beaucoup moins que ça en tout cas. Donc, le deal, c'était d'arriver à faire en sorte de et ça, c'était fort de l'expérience de Nightfare, d'arriver à avoir une production value supérieure au budget qu'on allait avoir. Donc voilà, donc moi quand j'ai reçu le scénario, j'ai dit super, allons-y. J'ai orienté un nouvel axe de réécriture avec l'accord de tous les producteurs et de Gilles évidemment, parce que Gilles est aussi le producteur du film. Donc c'est aussi pour lui, c'est pas facile de lâcher son bébé, mais voilà, c'est un travail qui nous a pris, je sais pas moi, entre les réécrits, je crois qu'on a commencé à réécrire en janvier dernier et que voilà, on a fini de tourner il y a un mois et demi. À ce moment-là, parce que là, vu que le film ensuite, il est considéré quoi ? Film américain ? C'est une coproduction je pense que c'est une coproduction entre la Belgique et les États-Unis. D'accord, donc en termes, dans son identité, en gros, il est un peu européen, un peu américain. Ouais. Et dans le fait que tu intervenais sur ce script qui aussi donc est un film américain, et donc il y a d'autres producteurs, des producteurs américains. Est-ce que comment ils voyaient ça? Les Américains, de toute façon, les Américains sont étonnamment, moi, l'expérience que j'ai vécue, c'est que autant au départ, malgré tout, ils pouvaient être inquiets de se dire tiens, bon, on connaît pas ce réalisateur, il a quand même fait beaucoup de films, il a du caractère. Donc au début, il fallait essayer de me jauger parce qu'ils savaient pas très bien, on s'était jamais vu, quoi. On s'était fait des Skype, mais quand je suis arrivé là-bas, on se connaissait pas. Mais surtout, moi, j'arrivais aussi dans une équipe. J'étais le seul Français. Ouais. J'arrivais qu'avec une équipe de ricains, personne ne me connaissait, personne ne travaillait à ma manière. C'est des gens qui avaient déjà bossé ensemble ? Tous, oui, bien sûr. Ah oui. Sauf qu'ils ont une méthodologie.
Non, mais je veux dire par là, c'était pas une famille, mais les mecs, ils avaient déjà bossé ensemble. Tous se connaissaient. D'accord. Quasiment tout le monde bossait. C'était pas l'intrus, quoi. Ah bah j'étais l'intrus, j'étais le réalisateur. Mais étonnamment, les Américains n'avaient qu'une demande qui était amène-nous ta vision. C'est-à-dire que ils ne m'ont jamais mis de bâton dans les roues par rapport à ça. Mais sans éventuellement déflorer des trucs, mais grosso modo, quand tu dis américain, on parle de l'identité à la fois artistique, mais économique. Mais si on doit faire un pourcentage, l'argent, il vient plus des États-Unis ou de... Je t'avoue que j'en sais pas grand-chose. D'accord. Parce que tu dis que les Américains, c'est tout, mais... Moi j'avais des producteurs, moi j'avais un producteur belge. D'accord. Et 3 producteurs américains. Donc sur le plateau, j'avais 4 producteurs avec qui parler, qui parfois me disaient Julien, viens voir, on m'a pensé à un truc. Mais c'est 4 personnes, donc un belge et 3 américains. D'accord. Donc c'est quand même. Et encore, parfois, j'imagine qu'il doit y avoir 10 producteurs sur un plateau. Donc après, je pense que le film est américain, de toute façon. Là. C'est une coproduction entre un film belge et un film US, mais c'est une coproduction. Donc tu as essayé, on va dire, t'approprier un peu le script. Bien sûr. Et que malgré tout, tu as senti qu'il y avait cette envie en face de toi. Que oui, tu te l'appropries. Bien sûr. J'ai jamais... Alors, pourtant, on m'a dit, fais attention, les Américains, mais à aucun moment, je n'ai senti, pendant la prépa ou pendant le tournage, de frein. On ne m'a jamais empêché. On m'a parfois dit, mais comme en France, t'es sûr de toi? T'es sûr de ce que tu veux faire? Parce que c'est un film sur lequel j'ai pris des risques, mais qu'une fois, si mes propos avaient du sens, ils allaient à 300%. Et c'est vrai que dès le premier jour de tournage, j'ai fini en avance, on a tourné une scène en plus qui n'était pas prévue. Ça les a aussi confortés. Ils se sont dit, bon, on a affaire à un vrai professionnel. On ne va pas dépasser. Tous les jours, on finissait entre 1h30 et 3 heures d'avance sur le planning. Donc, j'ai aussi gagné une certaine confiance en étant extrêmement pro. Voilà. Ouais. Je savais ce que je faisais. Ça légitimait ce que tu faisais. Voilà. Et de toute façon, c'est normal. T'es un petit Français, t'arrives à Los Angeles, mon anglais n'est pas parfait. Le mec te regarde, qu'est-ce qu'il veut faire? Et puis, dès que tu commences à montrer que tu sais ce que tu veux faire, que tu sais où tu vas, que tu as des certitudes, et que surtout, que tu es prêt à accepter les doutes des autres, sans être dans un conflit frontal, mais d'être... Avançons, travaillons de toute façon. Quand je suis arrivé, il y a eu un petit flottement là, que j'ai eu. J'ai pas eu un mois de prépa. Mais c'est pas grave. J'ai compensé ça par mon métier. C'est mon 5e film, ça fait 25 ans que je fais ça. L'avantage, c'est que c'est sûr que de Night Fair à Anderson Falls, c'est des films, si tu n'as pas un peu de métier, tu vas dans le mur. Pour moi, je dis toujours, c'est comme si tu vas faire un marathon et qu'avant de commencer à courir, on te tire une balle dans le genou et on t'enlève une tennis. Et qu'on te dit, vas-y mec, on se retrouve dans 47 km, bah, tu vas pas aller loin. Tu vas évidemment te prendre des murs, tu vas évidemment dépasser. Mon expérience m'a servi et leur a servi et ils s'en sont rendus compte et ça, ils ont été... quand je voulais prendre des risques et que je voulais faire, j'ai fait pas mal de scènes en plan séquence, ce qu'ils ne font jamais. Ils m'ont dit, on ne fait jamais. Les grands, mais nous on n'accepte jamais. Mais comme ce qu'ils voyaient, ça leur plaisait, ils disaient toujours, on est d'accord avec toi, fonce. Ils ne m'ont jamais mis de bâton dans les roues. D'accord. Sur le tournage, ça a été, tant que je respectais leur position, leur vision, leurs doutes, et qu'on était dans un échange, et tant que mes explications avaient du sens, pour moi le tournage a été idyllique. Pas beaucoup de tournage, pas beaucoup, tout ce que vous voulez, mais malgré tout le tournage a été idyllique. Mais quand tu es arrivé, t'avais des appréhensions parce que, comme tu dis, c'est pas ta langue, même si tu parles anglais. Oui, bien sûr, j'ai des appréhensions. Non mais, mais j'aimerais bien qu'on en parle. J'avais des appréhensions, évidemment. T'arrives. Qu'est-ce que tu pouvais craindre le plus quelque part? En fait, j'avais des appréhensions qui étaient de me dire, putain, j'arrive, je vais faire mon 5e film, qui est un film que si je le rate, je suis mort. C'est comme si je redémarrais à zéro. Ah mais tu t'es dit ça. Ah mais à chaque film. Oui, à chaque film. À chaque film, de toute façon, c'est ça. Tu te mets quand même une sacrée pression. Mais c'est la réalité. Je préfère ne pas la fuir et de toute façon, c'est ce que je vis parce que
que je fasse des entrées ou pas, de toute façon, à chaque fois, c'est compliqué. Donc tu t'es pas dit, bon, c'est un petit film, non. on va perdre. Ah non, et puis moi, je n'ai pas fait mon 5e film. Moi, je t'aurais dit, je viens faire mon meilleur film. Oui. Je viens pas faire mon 5e film. Je m'en fous de faire un film. J'ai pas refusé l'Orlando Bloom où j'étais payé une blinde pour venir faire un film plus petit, moins payé et faire n'importe quoi. J'ai refusé l'Orlando Bloom, c'est pas pour refaire. Et Adèle, là pour toi, c'est ton meilleur film? C'est un peu trop tôt. En fait, c'est un film dont je suis extrêmement fier. Déjà, c'est important. Je suis hyper fier. Je suis à date encore trop dedans, tu vois, parce qu'il y a 3 mois et demi, j'arrivais à Los Angeles. Ouais. Là, le film est monté. Ouais. Parce qu'il va très vite. Tellement vite que j'ai pas beaucoup de recul encore sur le film. On est en train de faire la musique, donc les nuits, je reçois les musiques. On fait encore des petits points de détail sur le montage, mais c'est vraiment du détail. Et puis tout n'est pas fini, il n'y a pas les mix. Voilà, y a pas... Donc c'est encore un peu frais, mais en tout cas, c'est un film que j'aime profondément. C'est pas un film que j'ai déjà... C'est un film unique dans ma filmo. J'ai jamais fait un film comme ça. Et donc, j'en suis hyper fier. T'as jamais fait un film comme ça dans le tournage, dans sa préparation? Non. Ou le résultat. Le résultat. Tu vois, c'est un film où j'ai pris des risques en tant que metteur en scène. J'ai pas essayé de refaire, de copier Night Fair ou de copier Yamakasi ou de copier Scorpion ou de copier Les Fils du Vent voilà, j'ai fait. Ceci étant dit, ton expérience t'a servi. Exactement. Ça, tu te l'as dit dès le départ. Est-ce que consciemment tu t'es dit? Alors, je me le suis pas dit. C'est juste que je vieillis, que je deviens plus mature, et que je fais un peu plus attention, et que je me dis que j'ai envie de mûrir comme metteur en scène et comme en tant qu'homme. Donc, j'ai pas envie de refaire la même chose. J'ai envie de me mettre en danger à chaque film. Donc là, j'avais une méthodologie de tournage. Je voulais donner un style au film que j'avais pas encore fait. Et ça, tu te sentais possible de le faire, malgré tout, dans un univers, pas codifié, mais dans un univers où c'était pas forcément ta vision. Parce que tu nous l'as dit tout à l'heure, tu as dit, malgré tout, il fallait quand même que je me pas contraigne, mais que c'est quand même la vision de producteur, malgré tout. C'est vrai, sauf qu'à un moment donné, quand tu arrives sur le tournage, ça peut... Et les producteurs le savent, ils peuvent te recadrer. C'est pour ça que les producteurs américains ont par contrat le droit de te virer au bout d'une semaine de tournage s'ils se rendent compte que tu ne rentres pas dans les clous. Bien sûr. Malgré tout, ils savaient le film que je venais faire. D'accord. La réécriture était orientée, ma vision était orientée. Je leur disais que je voulais faire un film sur la retraite. Mais non, t'es pas arrivé sur le tournage. Non, parce que de toute façon, ils t'auraient viré. Ils m'auraient sûrement viré. Et en même temps, t'as été honnête, parce que comme tu disais, t'es pas venu pour faire pas en faire un de plus, t'es venu pour faire ton film. Exactement. Ils m'ont laissé travailler. En fait, ce qu'il fallait, dès que je rajoutais un truc, tant que ce que je leur disais avait du sens, quand si je leur expliquais, j'ai tourné des scènes supplémentaires. Qui n'existaient pas dans le script. Mais je leur disais, mais regardez, c'est hyper intéressant par rapport au personnage. J'ai besoin de 5 minutes pour tourner cette scène. Je suis en avance tous les jours. Au pire, on la monte pas. Mais je serai pas en retard, ça va pas coûter plus d'argent. C'est pas hors budget, bien sûr. Ouais. Donc en fait, t'avais le script sur lequel tout le monde était tombé d'accord, avec les rajouts, les acteurs étaient d'accord. Donc le script a été scènes et derrière, si t'avais du temps, des envies, des idées, tu rajoutais des choses. Oui, je tournais. En fait, le script était quoi qu'il arrive. Le script était loqué, évidemment. Le script était tourné parce que le script est ton contrat. C'est le contrat que tu passes avec la maison de production, bien sûr. Avec le scénariste, et on sait tous, c'est ça qu'on tourne. C'est le script. Après, le script, il faut le faire rentrer dans un plan de travail, dans un budget, et puis si tu as des idées supplémentaires, pourquoi pas. Mais il faut pas que ça coûte. Voilà. Et puis en plus, il y a un truc, c'est que c'est vrai que je ne doute pas beaucoup. Donc, quand tu es en face de quelqu'un, c'est mon caractère. Quand j'ai un truc en tête, j'ai un truc en tête. Comme je ne doute pas beaucoup, c'est vrai. Comme je ne doute pas beaucoup, à partir du moment où tu as l'air convaincu par ce que tu dis, que tu es passionné, que c'est ton sang, que c'est ta chair, que tu vas te battre pour, que ça coûte pas plus de temps et que tu dépasses pas et que ça coûte pas plus d'argent, bon bah allons-y, faisons-le. Donc j'ai fait plein de petits bouts de scènes, c'est pas des scènes fondamentales, mais c'est pour moi des scènes qui amènent des petites choses au film et qui l'améliorent et qui surtout font que ce film, au final, est un film de Julien Seri. Selon cette expérience et par rapport au film, qu'est-ce que pour toi, tu as apporté pour que ce soit un film de Julien Seri?
Tu parlais de la relation, de la filiation. Oui, voilà, j'ai voulu faire un film sur la transmission, j'ai voulu accentuer cette émotion en fait. C'est l'histoire, donc dans Sunshine Falls, c'est l'histoire d'un flic qui un soir rentre chez lui et découvre que sa femme est morte. L'autopsie dit que c'est un suicide, lui est persuadé du contraire. Et son fils lui dit ce soir-là qu'il a fait un cauchemar parce qu'il y a un monstre qui est venu dans sa chambre et qui l'a réveillé. Et donc le père est persuadé que ce monstre existe et que c'est ce monstre qui a tué sa femme. Donc moi, voilà, tout de suite, étant papa aussi, je me suis énormément pris d'affection pour cet enfant et puis pour leur relation, qui était pour moi, qui est devenue la base du film. Ça se voit sur le tournage, parce que les petites vidéos qu'on a pu mettre sur le site, ça se voit qu'il y a une véritable, si je peux me permettre, c'est vrai. Une véritable, pas filiation, je dirais pas jusque-là, mais l'enfant est clé dans le film. Donc on l'a traité, je pense qu'on l'a rendu un peu plus intelligent, un peu plus intéressant. On l'a rendu plus subtil, plus mature. En fait, cet enfant qui a 7 ans dans le film est hyper mature. Sûrement parce qu'il sait ce qui s'est passé. C'est la première fois que tu bosses avec un enfant? Non, sur Les Fils du Vent, j'avais des enfants. J'ai fait beaucoup de publicité avec des enfants. Sur Scorpion, j'avais un enfant. Titouan Laporte. Donc j'avais déjà bossé beaucoup avec des enfants. Est-ce que tu as senti une différence de façon générale, que ce soit l'enfant ou les adultes, sur l'approche ou le travail avec les acteurs américains ou les acteurs en France? Oui, on va dire que les acteurs américains, tu sens que les mecs tu sens que c'est des machines. J'avais senti ça avec Clovis aussi. Tu sens que c'est des mecs qui n'ont pas besoin de toi. Si t'es là, tant mieux. Mais si t'es pas là, ils font le film sans toi. Ça se sent. Donc, je voyais bien que Gary Cole, au début, il me regardait, il était mec a un métier de ouf. Il m'écoutait, il me regardait comme ça. Parce que lui, il avait son rôle dans sa tête. Il s'était créé son personnage. Mais j'arrivais, je t'as eu le temps de les rencontrer un peu avant? Ah non, on a fait une lecture. J'ai fait une lecture avec eux avant. Une lecture, c'est tout? Non, on a fait une lecture tous autour. Génial, génial. Chez l'agent des producteurs, on s'est retrouvés tous autour de la table. Il manquait un acteur. Tous les gros castes, il manquait un. Voilà. Si t'es pas là, parce que tu sens qu'ils bossent avec des techniciens qui parfois leur parlent pas beaucoup. Donc eux. Qu'est-ce que tu entends? Ils bossent avec des coachs ou des... Non, ils parlent avec des réalisateurs techniciens qui livrent. Parce que aux États-Unis, le réalisateur il livre les plans et généralement, parfois, il vient pas au montage. Donc, ils savent le rôle qu'ils veulent faire et puis après. Moi, j'avais une certaine vision du film et puis surtout. Alors, ce côté un peu européen, peut-être. Exactement. Alors, et puis à la fin, ça les faisait marrer. Mais au début, on m'a jaugé quand même. On m'a jaugé. Est-ce que le mec se prend pour Berman ou est-ce que c'est. Comme j'ai voulu que le film ait mon empreinte, j'ai tourné très peu de choses. Je n'ai tourné que ce dont j'avais besoin. Donc, ce qui faisait que là où aux États-Unis, très souvent, on tourne une scène, mais comme en France d'ailleurs, sous tous les axes à 3 focales. Histoire de sécurité. Moi, je fais pas ça. Moi, j'ai pas fait ça. Oui, mais tu fais ça aussi, si je peux me permettre, peut-être, je sais rien, peut-être aussi pour assurer ton montage. Alors, comme ça, pas le choix. Tu as raison. En même temps, tu loques un peu ton montage, mais surtout, j'avais pas beaucoup de temps de tournage. Oui, parce que les acteurs nous ont donné un temps entre leur série. Ils nous ont dit voilà, là, on a du temps. Donc, j'ai eu le temps qu'on m'a donné. Donc. Pour rentrer dans le plan de travail et tu peux pas faire tout et n'importe quoi. Ça ne rentre pas. Donc la contrainte, t'as obligé à adopter un point de vue. J'ai une contrainte qui est forte. J'ai peu de temps de tournage. Il faut que cette contrainte réelle devienne un avantage. Et il faut que ça devienne une force. Normalement, après à l'écran, ce genre de truc, c'est l'énergie. On voit une belle énergie. On voit ça doit pulser le film normalement. Oui ou pas, ou alors à moins que tu te sois trompé sur le film. Voilà, bien sûr. Après le film c'est une alchimie, c'est tu vois, on part tous avec l'idée de faire un grand film au début, et puis au final tu sais jamais réellement le film que tu vas faire. Tu ne découvres le film que tu vas faire que lorsqu'il est fait, tu vois. Parce que c'est beaucoup d'intention, c'est beaucoup d'intellectualisation, et puis après faut y aller. Avant de partir des États-Unis, j'ai montré des bouts de scène à Shawn Ashmore, qui a compris en montage ce qu'on faisait en fait. Pourquoi je suis demandé de faire ça? Putain, mais j'avais pas du tout pensé à ça. Ça va tellement vite. Mais ce qui est bien en fait, c'est que les mecs te font entièrement confiance. D'accord. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance d'avoir des acteurs qui j'ai eu toute leur confiance.
Gary Cole dit de toute façon Julien il a tourné le film qu'il a voulu, il a tourné juste ce dont il avait besoin et je sens que ça il respecte beaucoup. C'est-à-dire que quand il venait sur le plateau il tournait. Il passait pas du temps dans les loges. Il respectait ton travail. Quoi, oui, mais respectait la vision. Et ils ont compris que j'avais une vision et que elle est bonne, elle est pas bonne. En tout cas, j'avais une ligne directrice et mon film allait être ça. Et ça, c'est pas quelque chose forcément que les acteurs vont pouvoir ressentir au moment de la lecture. Ils vont pouvoir le voir. Non, au moment de la lecture, ils projettent leur rôle à eux. Voilà. Mais après, et puis moi, ils me connaissaient pas. Ce qui était très joli, c'est que Gary Cole avait adoré Nightfare. Ouais. Il avait trouvé que Nightfare avait. Ils ont tous vu. Ils ont tous pris la peine. Mais ils ont tous. Parce que je dis, un Français qui arrive, faire un petit film, qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi ce film? Regardons-le, c'est quoi? Et donc, Gary Cole m'a dit. Est-ce que tes autres films sont sur Netflix? US, je ne crois pas. D'accord. Je ne crois pas. Mais en tout cas, Gary Cole me disait, ce que j'aime dans Nightfare, c'est qu'il y a, dans ta violence, il y a de la poésie. Pas mal, c'est beau. Et quand j'ai fait un Skype avec Shawn Ashmore, qui lui m'a dit, j'adore ce film, il est complètement différent, il est complètement à part, je suis pressé de voir ce que tu vas faire dans Anderson Falls. D'accord. Donc, déjà, quand j'ai été accueilli par les acteurs comme étant, on m'a dit, mec, viens, fais mumuse avec nous. Mais surtout, ils se sont peut-être dit, je pense qu'ils se sont dit, on va pas faire un film typique comme on fait tout le temps. Il sera bien, il sera pas bien. Mais au moins, ce sera une expérience un peu différente. Ouais, d'accord. Ouais, donc du coup, ils se sont donnés, quoi. Moi, ça a été, encore une fois, le tournage, un plaisir absolu. Chaque jour, c'était le kiff. Chaque jour était surprenant. Et qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans tout ça? Parce que finalement, si aujourd'hui, par rapport, même dans le tournage, c'était quoi le plus dur dans ce tournage? Globalement, t'es content de ton cast? Le plan de travail était difficile. Ouais. Quand t'as peu de jours de tournage, c'est compliqué. Et puis c'est une langue. J'ai beau faire de la publicité à l'étranger à longueur d'année, malgré tout, tenir un long métrage en anglais. Seul français sur le plateau, à part Vaina Giocante, mais qui n'était pas là tout le temps. À part elle, je ne parlais qu'anglais toute la journée. Et mon anglais n'est pas parfait. Mais qu'à un moment donné, il faut aussi aller au-delà de cette gêne que tu peux avoir en sachant que parfois, ce que tu dis, ça n'a pas beaucoup de sens. Tu vois, et puis, c'est pas grave, j'y vais. Et de toute façon, et qu'encore une fois, les gens te chopent à l'énergie. On comprend tout à l'énergie. Des fois, je savais pas comment expliquer, puis je faisais des gestes. Je disais, ok, on y va. parce que tu vas ou pas? Mais tu vois ça ou pas? Donc, ce qui a été le plus difficile à faire, c'est de se dire que t'as pas beaucoup de temps de tournage et qu'il faut, en très peu de temps, livrer un film où t'as l'impression que t'as eu le double de temps de tournage. Mais ça, encore une fois, je le rebascule sur l'expérience que j'ai eue dans ma carrière et sur le métier que j'ai eu. Et Vaina, tu l'as eu combien de temps? Une ou 2 jours? Non, un peu plus. Vaina, elle a dû être là pendant 5-6 jours. 5-6 jours. C'est pour les scènes de flashback? En fait, Vaina est là au début du film. Elle démarre le film, on démarre le film avec elle. Elle joue le rôle jusqu'à ce qu'on la retrouve. Et puis après, j'ai pas mal de scènes de flashback que j'ai tournées avec elle. D'accord. Et ça, c'est quelque chose que tu as voulu? C'est un choix que tu as voulu, Vaina? En fait, au début, on n'était pas du tout parti sur Vaina. Et Vaina, elle n'était pas aux États-Unis. Et puis, on cherchait une actrice américaine. Ouais. Oui, parce que là, pour le coup, voilà. Je ne crois pas qu'elle se cache dans le film, que ce soit une. Non. Après, en fait, on trouvait pas l'actrice qui nous convenait pour le rôle. Et moi, à un moment donné, d'un coup, Vaina me dit, t'es à LA, super, j'arrive demain. T'arrives demain. Ça, c'était quand ça? C'était une semaine avant le tournage. Ah oui, carrément. Et donc, j'appelle les prods. Et je dis, les gars, j'ai pas l'actrice. Non, on n'a pas l'actrice. Mais ça, c'est courant aux États-Unis. Des fois, t'as les acteurs en plein tournage. Et toi, moi, je serais comme ça, moi. Non, de toute façon, au bout d'un moment, ça fait des fesses un peu. Ça sert à rien de flipper parce que de toute façon, ça n'arrangerait rien. De toute façon, ton truc, c'est que de toute façon, t'as pas l'actrice. Donc, tu vas la trouver. Et puis, de toute façon, Los Angeles est une ville d'actrices. On est d'accord. Mais tout d'un coup, en fait, j'explique au producteur qu'il y a Vaina. Alors au début, je voyais bien que le côté Frenchy était pas très sexy pour eux. Ouais. Et puis quand je leur ai dit, mais attendez, notre personnage, elle est artiste peintre. Ouais. Elle peut être française. Et à Los Angeles, il y a une communauté française qui est quand même assez importante. Ouais, c'est pas déconnant. Donc, mais les producteurs ont fait leur taf. Ils ont été voir les liens de Vaina, sa bande démo, des extraits de films, etc. Et ils se sont dit, aux États-Unis, personne ne la connaît. Ah oui, c'est vrai, je suis d'accord. Non, aux États-Unis, personne ne la connaît. Donc, et tout d'un coup, les mecs disent, en fait, super, mortel Vaina. Elle a passé des tests, elle nous a fait une tape.
que j'ai même pas vu d'ailleurs, mais moi j'avais pas de doute sur Vaina. Et sa tape a convaincu tout le monde. Donc elle voulait juste te rendre une petite visite et finalement tu l'as embauchée. C'est pas mal quand même comme histoire. Exactement. et elle est super dans le film. D'accord. Aujourd'hui elle est top dans le film. Et elle vient en vacances? Non, elle habite à LA maintenant. Ah pardon. Elle était en vacances, elle rentrait de vacances. Ah ouais. Ça a été... D'accord. Ça a été... et donc voilà, et on l'a dit, et peut-être à 5 jours du tournage, 4 jours du tournage, on nous a dit, bon, on prend Vaina. Bon, super. Et super, et donc elle est à peine entrée de vacances, qu'elle est venue, je crois que son premier jour à LA, elle est venue tourner. D'accord. Une scène qu'elle n'est pas prévue. En plus. Ouais. C'est la première fois de ma vie que je travaille avec un premier assistant qui ne travaille pas pour moi. Ouais. Non. C'est-à-dire qu'il n'a jamais... Il travaillait pour... Mais c'est la méthode américaine. Le premier assistant est là pour... La production fait le plan de travail et le premier assistant met des guillemets ou met des points rouges sur certains endroits, mais son travail à lui, c'est de faire respecter le plan de travail de la production. Ouais, c'est ça. Peu importe ce que pense le metteur en scène. Ouais. Peu importe. Donc, j'ai eu... le premier assistant est la seule personne avec qui j'ai des conflits sur le plateau. Il n'est même pas venu à la fête de fin de tournage, qui était le lendemain de la fête de fin de tournage. Ah oui, donc là, c'est un paradis du tout ce que je disais, il était contre. Par exemple, moi, je tourne les répétitions, toujours, il détestait ça. Il dit, on ne tourne pas les répétitions. Alors, je dis, toi, peut-être, mais là, c'est moi qui réalise. A priori, on va faire comme j'ai envie. Et le réalisateur On est tous les réalisateurs, mais peu importe, c'est moi le réalisateur. Ouais. Donc, à chaque plan, il dit, on va faire une répétition. Et je dis, non, on va pas faire une répétition, on tourne. Et il dit, on ne tourne pas. À chaque plan, à chaque prise. Non, je mens, chaque plan. Et on a eu un accident sur le tournage, on tourne la répète, c'est deux personnes qui se poussent, il y en a un qui pousse l'autre contre un mur, et coupé, la prise est bonne, et on me dit, Julien, t'as pas vu ce qui s'est passé? Non? Bah, l'acteur qui a été projeté contre un mur, il a cassé le mur. Et le mur, on ne peut pas le remplacer. Heureusement que j'ai tourné la répétition, car c'est la seule prise qu'on a et elle est bonne. C'est un vrai mur? C'est un vrai mur. C'est pas un mur en Mais si, c'est des murs de merde, mais il a été projeté, ça a fait un trou dans le mur. Et heureusement que j'ai tourné la répétition. Mais par exemple, les machinaux qui n'étaient pas des mauvais gars, l'équipe était plutôt bonne, mais malgré tout, on m'envoyait des scuds. Sur la dolly, il y avait un écriteau marqué « Quand on tourne une répétition, c'est pas la répétition ». C'est drôle, enfin, tu vois, c'est des petits pics gentils, mais on me disait, c'est pas... Tu sentais ils ont des méthodologies de travail. Là-bas, c'est guerrier, quoi, de faire un film. Terminé, on passe à un autre film. J'ai eu, par exemple, une baston dans le film. J'ai dit, on l'a fait en plan séquence. J'ai cru que j'allais perdre tout le monde. Donc, je vois le chef cascadeur qui me dit, t'as quoi, t'as raison, mortel. Mais bon, lui, toujours très positif. Donc, je lui explique comment je veux faire. Il me donne une idée ou deux mortelle, moteur, débarque les cascadeurs, ta baston dure 1 minute 20, 1 minute 30. C'est physique, ça fait mal, on tombe par terre, on se relève, on prend les droites, hein. Il fait 45 degrés, on est dans le désert, les mecs sont épuisés. Sean Ashmore a failli pas se relever, il avait la tête qui tournait, et son cascadeur, à un moment donné, je sens qu'il en a marre, quoi. Le mec, il fait tous les X-Men, non, maintenant, là, tu mets la caméra là, tu fais un pick-up. Et je dis, non, on fait un plan. Et je vois dans ses yeux que putain, on fait chier, quoi. Cut. On doit faire 3 prises supplémentaires. Je crois qu'on a fait 8 prises. J'ai 1 heure pour tourner la bagarre. 1 heure en plan de travail. C'est rien. Une bagarre d'1 minute 20, 1 minute 30. Cut. On a la prise. On ramène tout le monde devant le combo. Je montre la prise à tout le monde. Et moi, donc, je me mets derrière la télé face à eux. Je vois leurs yeux. Des mômes. Et le chef cascadeur me dit, Julien, mec à 55 ans, de toute ma carrière, je n'ai jamais fait une baston en plan séquence. Dingue. Donc, je faisais des choses qu'ils ne faisaient pas. Donc évidemment, pour eux, c'était, il fait chier le petit français. En fait, tu les poussais un peu en dehors de leur zone de confort, quoi. Exactement. Ils ont une méthodologie. Qui est presque industriel. C'est comme ça qu'on fait. Et moi j'arrive, je dis je ne fais pas du tout comme vous. Donc il a fallu en si peu de temps qu'on se gère. Et comme les gens voyaient que c'était bien, que les acteurs trouvaient ça mortel,
que l'air de rien. Ce qui les convainquait, c'était ce qu'ils voyaient. C'était ce qu'ils voyaient, et puis il y avait aussi un truc, c'est que tous les jours, tout le monde rentrait en avance à la maison. Ce qui n'arrive jamais aux États-Unis. C'est pas anodin, ça, finalement. Eh bien, ça n'arrive jamais aux États-Unis de finir tous les jours en avance. Jamais. Ils font des heures. C'est limite ta femme qui dit, mais quoi, tu fais envoyer. Exactement. Et l'actrice principale du film, qui joue la flic, Alderman, enfin, c'est Vaina, l'actrice principale, mais la flic a le plus de nombre de jours de tournage. À un moment donné, Alderman me dit, mais en fait, Julien, j'ai l'impression d'être une figurante sur ton film. Et je dis, mais pourquoi ça? Elle me dit, parce que ce matin, je suis arrivé, j'avais 4 pages de dialogue à tourner. Tu les as tournés en 1 heure. Moi, j'avais ma journée pour faire ça. En fait, je viens, ça va trop vite, en fait. Et elle me dit, mais c'est génial. Mais on n'a pas l'habitude de ça. Nous, on a l'habitude d'aller attendre dans notre loge, de se faire livrer 15 Starbucks dans la journée. Et là, je rentre chez moi, quoi. J'ai le temps d'aller à la plage cet après-midi. Bah ouais. Et donc, comme moi, je te disais, c'est ma méthode. Moi, je suis très efficace sur 8-9 heures. Je donne tout. Et après, 12 heures, c'est 12 heures. Là-bas, c'est 12 heures. Jamais j'ai fait 12 heures. Jamais. Mais ça, c'est moi. Après, j'ai besoin de rentrer chez moi, de faire le vide, de prendre un petit verre de vin, de réfléchir à ma journée, d'aller faire mon sport, de faire autre chose, de ne pas faire que le film. Sinon, mes idées me viennent quand je fais autre chose. Donc ça, vous n'avez pas l'habitude. Et il y a une autre scène qui n'était pas écrite dans le script. J'ai pris l'équipe. On est parti à 7 ou 8. Sans mon permis de tournage. Sans que la prod soit au courant? La prod était au courant. On a débarqué et en 20 minutes, on a fait 6 blancs. C'était où, en pleine rue? C'était en pleine rue. Oui, mais je crois que on en a parlé. C'était la photo avec sous un pont. Oui, c'est ça. Mais on n'avait pas de autorisation de tournage, pas de lumière. On a volé cette scène. À Los Angeles. Et moi, je leur disais... Un film, c'est un braquage. Évidemment, il faut qu'on puisse s'autoriser de tourner des choses qu'on n'a pas prévues. Et je leur disais toujours, ils disaient, de toute façon, moi je ramène tout au cul parce que moi tout le monde comprend. Je leur disais, appelle ta femme et dis-lui comment tu vas lui faire l'amour ce soir. Dis-lui, fais-lui un plan de route. On va commencer comme ça et on va finir comme ça. À mon avis, ça va la faire chier. Moi, c'est pareil quand je suis sur un plateau. On sait qu'on commence là, on finit là, mais autre temps, j'ai envie de faire des choses qui ne sont pas prévues. Et donc, il y a plein de choses qu'on a tournées comme ça et qui, à mon sens, enrichissent le film. Et il le disait et il le trouvait. Et j'adorais voir dans les yeux des producteurs américains. Gilles Daoust, il est européen, donc lui, il est un peu plus sensible à ça, évidemment. Mais les producteurs américains, c'est de nouveau pour eux. Et un des producteurs américains est réalisateur aussi. Il a réalisé son premier long métrage il y a 2-3 ans. Et il m'a envoyé une lettre à la fin du tournage en me disant « Julien, merci. Grâce à toi, je ne referai plus jamais un film de la même manière. » Génial, magnifique cadeau. Bien sûr. Parce que il est quand même producteur. Mais il a compris qu'il faut par moment pousser plus loin. Aujourd'hui, donc le tournage se termine, là il est terminé, c'est tout est dans les temps, tout va tourner. Et là, il y a déjà on va dire un premier montage, un deuxième montage, plus que ça même là, plus que ça. La 4e, 5e, 10e. 7 ou 8e version du montage. Et tout ça, tu l'as fait en 3 semaines? En 1 mois. En étant là-bas. En étant là-bas. D'accord, ok. Donc, le monteur, il travaillait pendant que tu tournais? Le monteur a fait ce qu'ils appellent un assembly pour eux, c'est une espèce d'assemblage des scènes. Un bout à bout? Un espèce de bout à bout, vraiment, mais qui déjà avait de la gueule, puisque de toute façon, j'ai pas tourné beaucoup. Donc déjà, il avait... on sentait déjà le film. T'as pas tourné dans la chronologie du film? Ah, pas du tout. D'accord. Non, mais c'est un luxe que j'adorerais avoir. Bien sûr. Mais que j'ai pas eu. Et donc, dès ma première semaine de montage avec le monteur, on a livré une version. Une V1 de la Director's Cut qui était très prometteuse. Vraiment, j'étais très content. Qui avait plein de problèmes encore, évidemment. Le film faisait, je crois, 1h34, un truc comme ça. Donc le film est là, hein. Après c'est des durées, le film il compte faire 90 minutes? Oui, il va faire 90 minutes avec le générique, tu vois, voilà. Là c'était une 34 sans générique. Une 34 sans générique de fin. D'accord. Et sans générique de début. Donc voilà, on va dire des prises un peu longues, on tirait, puis maintenant on a resserré, on a bougé les scènes, ici on la mettait là comme ça, hein. Mais le film en lui-même c'est mon film ça a été mon film le plus facile à monter, j'ai jamais monté un film aussi vite. Même le documentaire que je viens de faire là pour Canal+, en 90 minutes, j'ai eu 11 semaines de montage.
Sur l'Ultimate Fighting, c'est ça? Ouais, sur le. T'as eu plus de temps de montage que sur ton. Ah oui, bien sûr. Ouais. Bah parce que en doc, tu tournes beaucoup, donc. Ouais, c'est clair. Là, j'ai tourné. Là, en fait, t'avais pas beaucoup de choix. Non. Et là, il fallait que mes choix soient les bons. Ouais. Vous me En direz tout cas, ça, il fallait. quand vous verrez le film. Il fallait que tu tiennes à une direction forte. Bah forte. Sinon. Donc là, le montage, enfin en tout cas, aujourd'hui on en est à un montage, pas quasi def, mais une V7, une V8 qui quasi def. Là, on se parle de détails. Là, on se parle avec le producteur, on se parle de. Et si on coupait 3 images plutôt ici, et si on mettait un petit peu d'air après ce dialogue, donc, je veux dire par là, on est sur des finitions. Le rythme il est là. Le rythme il est là. Le film il est là. Le film, il est là. Mais là, justement, en tant que Français, est-ce que là, t'as eu l'impression d'être le Français qui monte son film? Ou est-ce que t'es le Français, tout à coup, t'es aux États-Unis et tu montes un film pour les Américains? Je monte un film pour les Américains et je monte un film où, par contrat, je n'étais pas le Final Cut. Donc, il a fallu qu'on discute. Mais comme j'ai discuté avec mes producteurs en France, quand j'ai fait Night Fair, Pascal et Paul ont eu 3 jours, je crois, ils ont eu 3 jours pour eux la salle de montage sur Night Fair pour me faire des propositions. Donc je fais la même chose en fait avec les producteurs, avec mes producteurs français tout le temps, parce qu'un réalisateur peut pas avoir que des bonnes idées tout le temps, et que les producteurs ont eu des très bonnes idées de montage, vraiment des très très bonnes idées de montage, parfois des petits détails à la con mais qui changent tout. Par contre, ce qui a été un peu plus flippant pour moi, c'est que par contrat, je n'ai pas le Final Cut. Au moins en France, c'est vrai que quand je laisse la salle de montage à Pascal et Paul, même si à la fin on n'est pas d'accord, tu peux reprendre le contrôle. Je sais que c'est moi qui aurai la finition. Là, je l'avais pas. Donc ça, pour moi, ça c'est la première fois. Première fois de ma vie. Alors, j'ai fait de la publicité. En publicité, j'ai pas le Final Cut. Donc, je le vis en publicité, mais c'est quand même pas la même chose. Là, c'est quand même ton bébé. Donc, j'avoue que ça a été un petit peu stressant, mais malgré tout, il y a eu énormément de bienveillance de la part des producteurs. Et ils ne m'ont, à aucun moment, on m'a dit, de toute façon, on fera sans toi. D'accord. Ils m'ont dit, Julien, ne t'inquiète pas, parce qu'ils lisaient, mon stress devait se ressentir, parce que j'avais donc un producteur en Belgique et 3 producteurs à LA, et LA c'est tellement grand qu'on habite tous pas au même endroit, donc on se parlait, je faisais beaucoup de mails. Et puis moi, je suis un bavard, donc, et donc très vite on m'a dit, Julien, c'est ton film. Il est hors de question que ce film ne soit pas ton film. Ouais, mais quoi qu'il arrive, on se refait pas, on est des Français, et les Français, on a la politique des auteurs. C'est vrai, mais quelque part, il y a plein d'endroits dans le film, et ça c'est à leur donner, vraiment, c'est à leur crédit, il y a plein d'idées de montage que je n'aurais pas eu. Et d'idées qui sont excellentes, que je n'aurais pas eu. Mais tant que c'est un dialogue, ça va. Voilà, exactement. Donc moi j'ai... Oui, mais toi ta crainte... Parce que c'était une crainte parce que quand tu signes un truc que t'as pas. Non mais voilà, non mais que toi enfin t'es preneur des bonnes idées de toute façon. Bien sûr. T'es preneur des bonnes idées d'où qu'elles viennent. Mais donc ton problème c'est pas qu'un producteur il t'ait dit une idée, si elle est bonne tu la prends. Toi ta crainte c'est le mec qui arrive qui se met à te dire n'importe quoi. Oui, quelqu'un qui décide que. Qui agirait par ego par exemple. Oui, ou qui se dit en fait la vision de ton film n'est plus la bonne. Ouais. Parce que c'est possible. Je l'ai vécu 100 fois en publicité ça. Et donc ça, d'un coup, c'est difficile. Mais bon, quand tu fais ton 5e film, qui a été une telle magnifique expérience de tournage, j'avais pas envie que la post-prod devienne un stress. Mais j'avoue avoir été assez stressé, mais j'avais peur de ma propre peur, en fait. C'est presque le moment qui t'a plus fait flipper que tout le reste. Ah, totalement. Parce que de toute façon, sur un plateau, j'ai confiance en moi, je suis préparé à ça, je me suis entraîné pendant des années. Le plateau, c'est mon domaine. C'est à moi, je sais, c'est mon terrain de jeu. Je vais plus vite, je vais tellement vite que de toute façon j'arrive à... C'est moi qui dirige, c'est comme ça. En montage, ça devient l'intellectualisation. Donc d'un coup, c'est plus que toi. Et quand tu as 4 producteurs qui pensent évidemment parfois pas la même chose tous les 4, parce que ce qui était génial, ce que je n'avais jamais fait en France, c'est que je recevais des notes. Donc chaque producteur me faisait des notes, des notes. Certains plan par plan, d'autres scène par scène, d'autres sur la moitié des scènes que tu as tournées, et que de toutes ces notes, qui parfois s'opposent, il faut ne tirer que le bénéfice. Et ce qui était intéressant, c'est que entre eux, ils se parlaient, ils ne se sont jamais disputés entre eux. D'accord. Il y avait comme un espèce de respect, de gentleman agreement, il y avait un truc très respectueux. Ils me disaient tout ça. On m'a sorti des horreurs, hein. Ah, ça c'est nul, ça c'est bidon, ça c'est... Ils ont été très cash dans la... Ils ont été très cash, mais ce n'était jamais pour me mettre à mal, ou pour me rabaisser, ou pour...
c'était trouvons mieux. Comme par exemple sur le tournage, quand je faisais un plan qui leur plaisait, et j'ai eu la chance que ce soit à chaque plan, je voyais des étoiles dans leurs yeux. D'accord. Je voyais ces mecs me rêver démentiels. Et donc, ça aussi, ça m'a vachement boosté. Je n'ai jamais eu, à part sur Night Fair, je n'ai jamais eu un producteur tous les jours sur mon plateau. Là, ils étaient tous les jours sur le plateau. Ils arrivaient avec moi, ils repartaient avec moi. Et même parfois, ils repartaient après moi. Tous les prods. Tous les prods. Et ça, c'est quand même... Ouais, ça peut être flippant. Hein. Oui, mais encore une fois, c'est flippant, mais d'un autre côté, au moins, ils assument tout. Ouais. Quand ils avaient un doute, Julien, t'es sûr sur ce plan? Tu vois, voilà, ils se disent pas, ouais, mais bon, ça c'est serré comme quand fait. Ils étaient là, et donc à un moment donné, il y a des scènes où j'ai fait des plans séquences. J'ai jamais fait autant de plans séquences dans ma vie, dans ma carrière. Quand ils avaient un doute, je leur ai expliqué pourquoi je faisais le plan en séquence, et quand ils regardaient le film, ou quand ils regardaient la scène, ils faisaient. Et c'est peut-être arrivé 2 fois où ils viennent me voir en me disant, là peut-être que c'est bien quand même que tu fasses peut-être un plan, une valeur un peu plus serrée, et à chaque fois qu'ils me l'ont demandé, de toute façon j'allais le faire. D'accord. J'ai tourné, je pense que il y a une scène où on a eu une discussion sur le tournage, sur un détail, donc j'ai tourné la double version de la scène, d'un plan, hein, c'était une double version d'un plan, et il y a un plan que j'ai tourné que je ne sentais pas, et à chaque fois ils vont dans mon sens. Un plan qui était prévu? Non, qui n'était pas prévu. Non, mais je veux dire celui que tu sentais. Que t'ont demandé. Oui, en fait, il y avait un truc, parce que il y a le film qui est écrit, il y a le film que tu tournes. Oui, bien sûr. Moi je dis toujours au scénariste, et je suis scénariste aussi, le réalisateur va violer le scénariste. Je ne tournerai pas le script tel qu'il est écrit. C'est vrai que c'est la base. Ben, c'est la base. Et puis de toute façon, un film c'est organique, un scénario c'est des mots, un film il faut que ça vienne des images et du ressenti. Donc c'est pas robotique. Tu vois, à chaque fois il me disait, bon, tourne ta version, mais tourne la nôtre. C'est arrivé que je vous dise pas de bêtises. Ce moment-là a dû arriver 2 fois, pas plus. J'hésite, peut-être une ou 2 fois. Et il y a une scène où un des producteurs m'a dit, écoute, je comprends ta vision sur ce plan, j'ai un doute, je pense que le personnage devrait plutôt être là-bas et pas ici. Je pense que ce serait mieux. Alors, je comprenais l'idée intellectuelle de ce qu'il me disait. On a pris la caméra, on l'a posée, on l'a tournée, j'ai fait 3 prises. On s'est regardé, il m'a dit non, ça marche bien. Okay. C'est quand même un luxe de pouvoir faire ça, quelque part. Pour un film si short en termes de temps. Mais ça, on s'est aussi rendu compte que c'est peut-être grâce aussi à ta capacité à avoir été efficace. À tourner vite, à pas faire d'heures, etc. Donc on a tourné des scènes supplémentaires. À pas surcouvrir en plus. Voilà, il y a pas et c'est même pas parce qu'il n'y a pas que des scènes, on a tourné parfois un regard sur une scène différent. Ah, tiens, bah là je voudrais qu'il dorme. Je pense qu'il dort pas à ce moment-là. Bon, faisons-le réveiller, faisons-le endormir. 2 détails, l'endroit est le même, la lumière est la même, juste l'action est différente. Voilà, c'est un plan, c'est 2 plans, ça prend pas beaucoup de temps. L'avantage que j'ai eu, c'est que le chef-op a été incroyable. C'est un jeune mec de 28 ans qui a tout de suite compris comment je voulais travailler. Je lui ai dit, si un jour je te donne 20 minutes pour changer de lumière, ce sera un maximum. C'est pas beaucoup 20 minutes. Ouais, je vais voir. Ouais. Et vraiment, il a tenu le choc, il a été d'enfer. Donc, il m'a aussi aidé à maintenir un certain rythme pour pouvoir tenir mes journées comme je le voulais. Et t'as senti que lui, ça a dû lui mettre la pression quand même, le mec, non? Ouais, il avait la pression, mais je pense qu'il a aussi très vite compris que c'était un film, que c'était un film, que si on réussissait le film qu'on se racontait, sa carrière allait changer. Ouais. Et je pense qu'il le sait aujourd'hui. De toute façon, le film, visuellement, le film est somptueux, il a fait une lumière incroyable, et sa carrière va changer, c'est sûr. Ouais. Je suis parti tout seul. Donc j'ai rencontré des chefs-op, j'ai rencontré des musiciens, mais j'avais un panel de 3-4 personnes à chaque fois. Qui venaient de la prod, enfin c'est la prod qui qui proposait les gens. Moi, je voulais travailler avec un pote, un chef opérateur français qui vit aux States, mais ils se sont pas entendus sur les finances. Donc bref, j'ai eu 3 noms de chefs africains, j'ai vu des bandes, j'ai fait des Skype,
Et j'ai choisi un mec au feeling, mais tu choisis un mec par Skype, quoi. Tu regardes un écran d'ordinateur. Et parce qu'en effet, tu peux voir un peu le travail d'un chef-op, mais comment il se comporte sur un tournage, quelle est son efficacité. Parce que le mec, il peut faire une belle image, mais il faut 3 heures. Mais bon, mais lui, là, je t'avais prévenu, je savais. Et comme je dis tout de suite comment je travaille, et de toute façon, quand j'explique comment je travaille, ça fait peur à tout le monde, du moins aux techniciens, et que j'ai vu que ses yeux, le mec il a pas tilté, tu vois. T'as dit quoi pour expliquer comment je sais plus, je peux pas te dire, mais avec mes mots et mes yeux, quand je dis à un mec, de toute façon. Moi, je te préviens, je te coupe les couilles si ça marche pas. Voilà, c'est comme j'ai envie et pas autrement. Et que le mec était hyper respectueux de ça, il m'a dit, mais bien sûr, évidemment, je sais très bien. Moi ça m'intéresse, j'ai une à faire, voilà, Ah lui aussi. Ah bah oui, les mecs s'intéressent vachement quand même. Ils s'intéressent vachement à ce que tu fais. Et donc j'ai choisi, j'ai réussi à convaincre de bosser avec un musicien qui habite à Los Angeles, un Français que je connais bien. D'accord, donc là par contre ça vient de toi. Ça vient de moi. Donc au début, bon voilà, ça a été compliqué, pas simple, parce que je sentais bien aussi que la prod, ils se disaient putain, ils avaient envie de gérer un peu les gens. Ça leur permettait, penses il y a un peu de contrôle, mais c'est normal. C'est humain, c'est pas débile. Oui. Et puis ils ont rencontré Sacha, qui a fait une proposition, Sacha, c'est Chaban, le musicien, qui a fait une démo, qui a fait une réunion avec eux et t'avais bossé déjà avec eux? On avait fait des pubs avec lui. D'accord. Et puis il a fait pas mal de choses. Il fait un mec qui fait des films énormes. Et donc Sacha est arrivé très tôt sur le projet, il est arrivé je pense une semaine avant le tournage, et donc il est venu pas tous les jours, mais il venait 3 fois par semaine sur le plateau, il venait prendre des sons, il venait... Et je lui ai dit que je voulais qu'on serve de certains sons qu'il y avait sur le plateau dans la création musicale. Et donc en fait, et là, à date, là aujourd'hui, on doit avoir la moitié du score de fête. Donc tous les jours, je reçois, tous les jours là-bas en montage, je recevais des morceaux, et tous les soirs à Paris, quand je me réveille la nuit, j'ai 1 ou 2 morceaux sur mon mail. Et c'est quel genre de truc? C'est une musique électronique? C'est alors on a une chance incroyable, c'est que malgré notre budget qui nous le permet pas, on va avoir un orchestre symphonique pour certains morceaux du film. Parce que Sacha a fait des très très gros films, comme Get Out, comme Les Gardiens de la Galaxie, voilà, il fait des très gros films. Et donc on va profiter de son carnet d'adresses. Donc peut-être que normalement en octobre ou en novembre, je vais aller passer une journée ou 2 à Budapest, où on va enregistrer la musique du film. Ça pour le film c'est énorme, c'est de la production value ça, parce qu'on n'a pas ça. Bien sûr. On n'a pas le budget pour ça, mais mais parce que tout d'un coup tu te rends compte que les mecs se rendent compte que le film que tu fais dépasse le cadre du petit thriller ou de la petite série B qui était prévu au départ, non pas par le script, mais parce que le temps que t'as, l'argent que t'as, tout d'un coup les gens ils mettent leur contact, leur énergie, leur savoir-faire pour que le film soit mieux. On a reçu des offres de distributeurs aux États-Unis et en Europe. Ouais. Ils sont en train de discuter avec En France aussi, ouais. Ils sont en train de discuter avec les producteurs pour voir. Ils sont ciné là, on est d'accord. On sait pas. Moi à date, je sais pas. J'en sais rien. Et même eux ne savent pas. En fait, c'est-à-dire que donc on est d'accord, les producteurs sont partis sur ce projet sans avoir loqué, on va dire, un distributeur. Non, c'est ça. Ça, c'est la force, pour moi, d'un vrai producteur. C'est fort, parce qu'en France, tu peux pas faire ça. Mais aux États-Unis, c'est ça tout le temps. Ouais. Aux États-Unis, c'est si tu crois en toi, si tu veux, si tu me livres un bon film, il sortira. C'est ce qu'on avait dit pour Night Fair. Ouais. J'ai tué à tout le monde, on n'avait pas de distributeur, mais si le film est bon, il sortira. On trouvera. Si le film est pas bon, par contre, terminé. Et donc là, nous, on a un producteur, Gilles Daoust a fait tout le travail de financement du film en risque total. C'est ce que j'appelle un producteur. Le mec, il a mis plus que ses couilles sur la table. Il a payé un film. Il a levé de l'argent et on n'a pas de distributeur. Et donc maintenant, le film a eu un certain buzz. C'est vrai que je t'avoue que le travail que nous avons fait cet été a énormément servi au film. C'est vrai ? A énormément servi. Que je te le dis vraiment, c'est on a tourné un film a priori mineur. Enfin, tu vois, on était le énième tournage à Los Angeles, mais le travail fait sur les réseaux sociaux a porté ses fruits. J'ai fait de la télé aussi et j'ai fait 4 téléfilms, et c'est vrai qu'un jour j'ai fait un téléfilm que j'ai adoré tourner. Adoré, je me suis jamais autant marré sur un plateau.
Et quand j'ai vu le résultat, parce que je fais des projos tout le temps, donc j'ai fait jouer une salle avec les potes et j'ai fait une projo. Et je me suis dit, merde, c'est moi qui ai fait ça. Je me suis dit, putain, merde. Là, j'ai atteint. Mais quoi, c'était négatif ? C'était négatif. Ah oui. J'ai adoré faire ce film. C'est une colonie de vacances. Mais le film est nul. Pour mon travail. Hein. Et donc, je me dis, putain, merde, là, il faut que je fasse attention. Je suis en train d'être un technicien. Ce que je sais faire très bien, mais qu'à un moment donné, je n'ai pas encore ce cynisme de dire, je fais de la merde, mais c'est pas grave. Je me rappelle de la projo où je me suis enfoncé dans mon siège pendant l'heure et demie de la projo. Et après, on avait organisé une fête avec champagne et petits fours. Bah, je faisais pas de malin. Et donc ça, je me suis dit, c'est fini. Je vieillis, j'ai envie d'être fier de mes films, j'ai envie que mes enfants soient fiers de moi. Et j'ai aussi envie que quand je pars faire un film pendant 3 mois, loin de ma famille, que mes enfants, ils se disent, le premier truc que m'ont demandé mes enfants quand je suis rentré, c'est, est-ce que tu es fier de toi, papa ? Ah ouais, une belle question. Magnifique question. Ah ouais. Et je leur ai dit, je suis très fier de moi. Et j'ai lu dans leurs yeux que ça valait ces 3 mois de séparation. Tant que je suis fier de moi, on se voit pas pendant 3 mois, c'est dur, on se Skype, on se FaceTime, on s'appelle. C'est dur pour eux, c'est dur pour moi, mais au moins, papa il rentre, il est heureux. Il a passé, c'est bénéfique pour lui. Et donc si je suis heureux, bah, on sera tous encore plus heureux, quoi. Donc c'est vrai que, avec Night Fair, comme j'ai été prêt à arrêter de faire ce métier, quand on a lancé Night Fair, Raphaël m'a dit, Julien, si tu ne réussis pas ce film, ce sera ton dernier film, car jamais la profession ne te pardonnera d'avoir fait ça. Ouais, ça. Et donc je me suis dit, bon bah, quitte à faire mon dernier film, autant que je le kiffe, mais jusqu'au bout du bout. Et donc, maintenant que j'ai fait Night Fair, j'ai quand même des partenaires, je suis quand même entouré, il y a quand même des gens qui commencent, pas beaucoup, mais j'ai des partenaires en France qui commencent à vouloir vraiment avancer avec moi. On se voit tout le temps, on s'appelle tout le temps, on a des projets qui avancent vraiment bien. Mais c'est vrai que malgré tout, j'ai envie, je suis encore plus exigeant qu'avant. Je pense qu'avant, j'étais un shooter. Tu te voyais comme ça? J'étais un shooter parce que je me cherchais aussi. Tu te protégeais avec ça quelque part, je pense. C'est pas ça, c'est que je pense que j'ai eu la chance et la malchance, c'est une chance incroyable, pardon, d'avoir beaucoup de succès très tôt. Ouais. Mais donc très tôt veut dire que totalement immature. Donc je pense que je faisais bien, mais mes films manquaient d'âme, je pense. Et qu'en vieillissant, ce que j'aime avec mes films, c'est que quand tu pars du premier au dernier, je pense que Anderson Falls sera mon meilleur film, je le pense. En tout cas, ce sera le plus mature. Et que je pense que ça, pour un sportif comme moi et un pratiquant d'arts martiaux, le but, c'est de m'améliorer à chaque fois. Donc ça, c'est quelque chose que je vise et que je n'accepterai plus de faire un mauvais film. Ou alors, il va falloir me payer tellement beaucoup d'argent que ça me mettra mes enfants à l'abri pendant longtemps. Je suis même pas sûr que tu accepterais. En tout cas, si, parce que si demain matin, un mauvais film, un film qui peut m'échapper, si demain matin on proposait un gros film aux États-Unis ou je sais pas, j'adorerais aller faire un Marvel par exemple, je sais très bien que tu seras pris dans la machine et poussé dans la machine, mais qu'au moins tu sais pourquoi tu y vas et que ce serait une certaine expérience. Là, j'ai envie, je me sens, j'ai 47 ans, je me sens plus mature qu'avant et donc je sens que j'ai une exigence supplémentaire de cinéaste. Je ne dis pas que je suis un cinéaste, je dis que c'est ce que je vise encore plus. Et je pense qu'avant, j'ai commencé la publicité, j'avais 23 ans, les petits vidéos, j'avais 22, mon premier long, je l'ai signé à 26, j'étais un bébé. J'étais un bébé. Et je pense que si j'avais fini Yamakasi tel que je vous le voyais, j'en aurais été extrêmement fier, parce que mes 6 premières semaines de tournage, j'en étais très très fier. Mais je pense que le film, malgré tout, avait quand même une certaine légèreté. Là aujourd'hui... c'était aussi le film d'un jeune homme de 26 ans. Exactement, voilà, j'en ai 47, donc mon exigence est supérieure, elle est au-delà, et tant mieux, j'ai envie de dire... voilà, j'ai envie d'aimer mes films. Et donc l'homme de 47 ans que je suis a envie d'aimer Anderson Falls plus que Night Fair, que j'adore profondément. Bon, on se dit quoi alors? On se dit rendez-vous à la première? Bah grave. Tout ça. Le film sera fini. Je pense que le film sera totalement loqué. Moi je viens essayer du champagne. Coquin. Je pense que le film sera totalement loqué fin novembre, début décembre.
Non, parce que je les ai fait chier un jour, ils ont fait une interview, je leur ai dit votre son était dégueulasse. Oui, mais c'était avec ton micro. Hein. Non. Si. Non, Revenge, c'était pas avec ton micro, tu l'aurais jamais eu. C'était avec ton micro. Ça, c'est enregistré. Ça, tu l'as. On l'a Je le mets sur Facebook. Ça, c'est génial. C'est énorme. Allez, on l'a eu. On l'a eu.